La démocratie face aux mathématiques, c'est aujourd'hui dans Arithmantique. La démocratie trouve sa source dans la Grèce antique avec en particulier l'exemple d'Athènes. Et si vous voulez comprendre la base de la démocratie, je vous recommande de consulter le livre 3 de la politique d'Aristote. Dans ce texte, Aristote se demande quel est le meilleur type de gouvernement: monarchie, oligarchie, démocratie. Il y a notamment deux points de ce texte d'Aristote que je trouve très intéressants à exposer brièvement pour nos démocraties contemporaines. D'un côté, si l'on exclut des gens de la vie politique et de la décision politique, alors ces mêmes gens deviennent nécessairement des ennemis intérieurs. D'autre part, un pouvoir très concentré sur une même classe de la population crée nécessairement une distance, voire une fracture entre la classe politique et le reste de la population. L'exclusion, la stigmatisation, mais aussi la confiscation du pouvoir par une classe politique endogame sont autant de facteurs néfastes pour une société. C'est notamment pourquoi Aristote voit en la démocratie inclusive la meilleure forme de gouvernement. Quand on parle de démocratie, La démocratie, j'aime pas ça. Faudra une bonne guerre pour faire avancer les choses. Quand on parle de démocratie, donc, avec des arguments constructifs, on pense souvent aux élections de nos représentants, maires, députés, sénateurs, présidents de la République. Nous élisons des représentants du peuple pour pouvoir les aduler comme les détester. Mais comment votez-vous? En mettant un nom dans une urne? Soit, mais à un tour, à deux tours, par circonscription, nationalement? Quelle importance, me direz-vous? Une voix, c'est une voix. Eh bien, je vais vous montrer que selon la manière dont on vous fait voter, les résultats peuvent changer du tout au tout, et ce, grâce à un minimum de mathématiques. Hashtag Condorcet, hashtag Borda, hashtag Haro. Pour cela, je vais utiliser un exemple fictif que j'ai construit dans lequel on peut faire gagner strictement qui l'on veut. Imaginons un cas simple, une classe de 12 élèves à qui l'on demande de voter pour le spectacle que la classe ira voir. Il y a 4 spectacles, A, B, C et D, et les élèves doivent les classer par ordre de préférence. Ce tableau signifie par exemple que pour l'élève numéro 1, le spectacle D est le spectacle préféré, le A le deuxième, le B troisième et le C le dernier. On peut tout d'abord procéder à un vote pour, c'est ce que l'on fait la plupart du temps dans les élections. Dans ce cas, il faut regarder uniquement la ligne préférence numéro 1. Avec notre exemple, c'est le spectacle D qui sera élu puisqu'il obtient 6 voix sur 12, c'est-à-dire 50% des suffrages. On peut aussi procéder à un vote contre, c'est-à-dire que l'on va voter contre le spectacle que l'on déteste le plus. Dans ce cas-là, le spectacle qui ressortira vainqueur sera tout simplement le moins mal aimé. Il faut donc, dans notre exemple, regarder la ligne préférence numéro 4. Il se trouve ici que c'est le spectacle D qui est le plus mal aimé puisqu'il arrive 5 fois sur 12 en dernière position. A l'inverse, le spectacle A n'arrive qu'une seule fois en dernière position, il sera donc choisi par la classe. Mais on peut aussi attribuer des notes à chaque spectacle. Imaginons qu'être classé premier par un élève permet de recevoir 10 points. Être classé deuxième en donne 7, être classé troisième en donne 3, et être classé dernier n'en donne aucun. Selon ce comptage, le spectacle A reçoit 44 points en tout, le spectacle B en reçoit 69, le spectacle C en reçoit 64, et le spectacle D enfin en reçoit 63. Cette fois-ci, c'est donc le spectacle B qui est choisi par la classe. 3 règles électorales différentes, 3 résultats différents. Comment cela se fait-il? C'est très simple. Pour être élu avec la première règle, il faut convaincre le plus de monde possible. Pour être élu avec la deuxième, il faut être le moins détesté possible. Pour gagner selon la troisième, il suffit globalement d'être assez consensuel. Au final, pour gagner une élection, il faut donc savoir sur quels critères on sera jugé. Mais je vais vous montrer une quatrième manière de procéder à une élection, et cette fois-ci, on aura un quatrième résultat différent. On va diviser nos 12 élèves en 3 groupes de 4 élèves, les jaunes, les rouges et les verts. Le groupe jaune est constitué des élèves 1, 3, 5 et 6. Le groupe rouge est constitué des élèves 2, 4, 8 et 9. Enfin, le groupe vert est constitué des élèves 7, 10, 11 et 12. On va se placer dans le cas de la première règle utilisée tout à l'heure, on vote pour, on ne considère donc que la ligne préférence numéro 1. Chez les jaunes, le spectacle D arrive systématiquement en tête, il est donc choisi par ce groupe. Chez les rouges, le spectacle C arrive 2 fois en tête, contre une fois pour le spectacle A et une fois pour le spectacle D.
C'est donc le spectacle C qui est choisi par ce groupe. Chez les Verts, le spectacle C est également 2 fois en tête. Le groupe Vert choisit donc lui aussi le spectacle C. Au final, le spectacle D obtient un soutien, celui des jaunes, tandis que le spectacle C en obtient 2, celui des rouges et celui des verts. Résultat, le spectacle C est choisi par la classe. Et voilà, avec cette 4e règle, on a réussi à obtenir un 4e résultat différent. Cela provient du fait que nos regroupements par couleur ont permis de diminuer le poids de D et d'optimiser celui de C. En politique, c'est une chose tout à fait possible à réaliser lors, par exemple, du découpage des circonscriptions pour les élections législatives. On parle alors de charcutage électoral. Hors de nos frontières, un exemple concret et très analogue est celui tout simplement des élections présidentielles américaines. En 1876, en 1888, en 2000 et encore en 2016, avec l'exemple tout récent de Donald Trump et d'Hillary Clinton, les démocrates, bien que majoritaires dans l'électorat, ont été battus à cause ou grâce à ce découpage en États qui ressemble fortement à celui que nous avons proposé juste avant. En effet, lors de la dernière élection, Clinton a obtenu 65 millions de voix, mais c'est bien Trump avec 62 millions de voix qui a été élu. Grosso modo, chaque État américain, Texas, Alabama, Californie, etc., rapporte un certain nombre de grands électeurs. Peu importe que l'on gagne un État avec 1 million de voix d'avance ou une seule, le nombre de grands électeurs rapportés par l'État est le même. Il n'y a donc pas une logique de proportionnalité, mais une logique binaire, gagné-perdu. Or, Clinton a gagné des États avec énormément de voix d'avance, 4,2 millions de voix d'avance en Californie par exemple. Et en a perdu d'autres avec très peu de retard, 11 000 voix seulement de retard dans le Michigan notamment. Au final, les électeurs de Clinton, bien que plus nombreux, étaient si l'on peut dire mal répartis sur le territoire. Il aurait fallu que quelques milliers de Californiens aillent s'installer dans le Michigan. Alors la prochaine fois que vous voterez avec des amis pour choisir entre couscous et pizza, entre PES et FIFA, réfléchissez bien à comment utiliser les mathématiques pour faire basculer le vote en votre faveur. Et si, plus largement, vous voulez savoir comment réussir en politique, je vous conseille d'aller télécharger gratuitement ce petit livre sur le site lavidesclassiques.fr. Cicéron y reçoit tous les conseils de son frère comme avoir des amis utiles, avoir des amis haut placés, savoir flatter, promettre à tout va, ou encore être un bon menteur. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de la partager, la commenter ou même la pouce bleuiser. Vous pouvez aussi l'utiliser en profession de foi, en candidature à la présidentielle ou encore en bulletin de vote.